Bonjour Pascal. Bonjour Xavier. Et donc après 20 ans de bataille juridique, finalement Terry Gilliam va pouvoir montrer son Don Quichotte au public de Cannes et d'ailleurs. Oui, alors vous imaginez, le tribunal de grande instance de Paris a rendu son jugement hier après-midi, donc 20 ans d'attente. Mais ça valait le coup puisque ce soir, c'est la première à Cannes et en même temps sortie en salle dans toute la France. Mais ce n'est pas la seule actualité, vous vous en doutez. Ce soir, à Cannes, c'est le plus attendu, c'est le palmarès de cette 71e édition, comme on dit chez nous. Alors je vous propose de retrouver tout de suite à Cannes, sur place, Hugues Daillet, le monsieur cinéma de la RTBF. Hugues, bonsoir, vous êtes très chic avec votre nœud papillon. Dites-nous ce qu'il faut retenir de cette édition. Quelle image faut-il retenir de cette édition qui est la première, quand même, il faut le dire, après l'affaire Weinstein qui a ébranlé tout Hollywood et tout le cinéma mondial? Oui, bonsoir Pascal. Alors, c'est une édition qui a été très politique et très militante et justement, parmi les images fortes, ce sont ces montées des marches qui se sont transformées en manifestations. Et une des images fortes, c'est évidemment la montée des marches de 82 femmes cinéastes et actrices, presque main dans la main. Pourquoi 82? C'était un chiffre symbolique parce que 82, c'est le nombre de films réalisés par des femmes qui ont été montrés depuis la naissance du festival. Alors que du côté des films réalisés par des hommes, on compte grosso modo 1700 titres. Donc cette disparité, eh bien, Cate Blanchett, Agnès Varda et beaucoup de femmes présentes voulaient la dénoncer. Peut-être que cette manifestation très symbolique va changer les mentalités. En tout cas, on l'espère très très clairement. Alors, Hugues, dans moins d'une demi-heure, la cérémonie de clôture va commencer. 21 films sont en compétition. Est-ce que vous risquez un premier pronostic? Vous savez qu'un film fait beaucoup parler de lui depuis sa projection jeudi soir. Il a eu une ovation très très longue et très très enthousiaste. C'est le film de la cinéaste libanaise Nadine Labaki qui s'intitule Capharnaüm. C'est le portrait d'un petit garçon laissé pour compte dans la banlieue pauvre de Beyrouth. Ce serait le candidat idéal pour la Palme d'Or. D'abord parce que c'est à la fois un film d'auteur, c'est un film réaliste, c'est un film sincère, c'est un film qui peut aussi toucher un vaste public et, last but not least, c'est un film réalisé par une femme. Et Nadine Labaki pourrait ainsi remporter une Palme d'Or 25 ans après la seule lauréate de la Palme d'Or qui était la néo-zélandaise Jane Campion pour le film La leçon de piano. Donc ce serait un geste fort du jury et un geste tout à fait légitime. Ce ne serait pas une récompense diplomatique mais ce serait une récompense artistique pour Capharnaüm. D'autres films méritent d'être cités comme le film Dogman de Matteo Garrone ou le film polonais Cold War, mais naturellement dans quel ordre et dans quelle place au palmarès, ça on va le découvrir d'ici une petite heure. Merci beaucoup, Hugues Daillet. Nous reviendrons bien sûr demain sur le palmarès dans cette édition, mon cher Xavier. Merci Hugues aussi. On va quitter Cannes pour annoncer la nuit qui vient, une nuit un peu spéciale puisque c'est la 14e nuit européenne des musées. Alors, si vous habitez en France, en Suisse, en Belgique ou dans l'un des 30 pays européens qui participent à cette opération, et si vous ne regardez pas la cérémonie de Cannes, eh bien, allez au musée. Les musées, 3000 musées sont ouverts jusqu'à minuit. C'est l'occasion de découvrir les collections, de découvrir aussi des animations. Alors, à Paris, il y a une série de musées qui participent. J'en ai choisi un, le musée Picasso, qui rend hommage au Guernica. C'est le 80e anniversaire de la création de cette œuvre. Et donc, une exposition retrace la genèse de l'œuvre. Et je vous propose de le découvrir. Il y aura aussi également ce soir une installation, ces 1000 bougies que vous voyez qui représentent le ciel étoilé de Guernica avant le 26 avril 1937, donc avant le fameux bombardement. Je vous emmène au musée Picasso, Xavier. On y va. Au début de la guerre civile espagnole, Picasso ne s'engage pas. Depuis Paris, il vit le conflit par procuration à travers les lettres de sa mère et de ses amis. Jusqu'au 26 avril 1937, le bombardement de Guernica, c'est le choc. C'est pas le premier bombardement en effet de la guerre civile espagnole, mais c'est le premier à être largement médiatisé, avec beaucoup de récits dans les journaux. Et Picasso va pas tant s'intéresser aux photographies qui vont être publiées qu'aux récits qui vont être faits du drame. C'était un jour de marché, il y avait beaucoup de monde dehors, des femmes, des enfants, les hommes étaient au champ. Et c'est ce qu'il représente aussi dans son tableau. Vous remarquerez qu'il y a un seul personnage masculin. Le drame de Guernica va inspirer Picasso pour la commande que viennent de lui passer les républicains espagnols pour leur pavillon dans l'exposition universelle de Paris. Ses premières esquisses, prêtées par le musée Reina Sofia de Madrid, montrent la genèse du tableau. On a déjà les principaux éléments
qui vont faire la composition finale du tableau, à savoir le taureau, le cheval, et puis ce soldat mort allongé au premier plan, et surtout à l'arrière-plan, cette jeune femme porteuse de lumière qui vient justement faire la lumière sur la scène en train de se passer. Hanté par les bombardements de civils, Picasso peint le Guernica en moins d'un mois. Ici, il s'agit d'une gravure moderne, réplique exacte de l'original. Donc les femmes qui pleurent, elles sont dérivées de ce motif-là, de la femme qui déplore son enfant, donc et la douleur psychique, en fait, psychologique d'une femme qui est en train de perdre son enfant, et qui va être déclinée par Picasso sur quantité de supports tout au long de l'année 1937. Ces personnages vont inspirer des générations d'artistes dans le monde entier. Symbole de l'antifascisme, le Guernica évoque toutes les guerres et tous les massacres d'innocents. Voilà, c'est jusqu'au 29 juillet à Paris. Merci Pascal et à demain.